Bonjour ou bonsoir à tous, je vais vous faire une vidéo sur comment on peut régler la, la perpendicularité entre un axe optique, par exemple une lunette ou d'un télescope, avec le plan focal d'un grand capteur CCD. Alors c'est un problème qui est vraiment très courant et de plus en plus parce que les caméras CCD aujourd'hui ont des tailles et des résolutions de plus importantes. Donc aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce des caméras CCD avec des capteurs de type CAF 16803 qui sont montés sur différentes marques de caméras, donc par exemple chez Apogee, chez FLI ou chez Moravian. Donc ce sont des capteurs qui font 36 par 36 mm. Et c'est relativement grand et un problème classique que l'on a en montant ces capteurs au foyer d'un instrument, d'une lunette ou d'un télescope. Alors plutôt des lunettes et des télescopes ouverts, hein, je vais parler de choses qui sont à f5 ou f6. Sur des télescopes à f8 ou f10, c'est un peu moins fréquent. Mais sur des télescopes et des lunettes relativement ouvertes, le réglage de perpendicularité entre l'axe optique et le plan focal où est installée la caméra CCD est problématique. D'autant plus problématique que les fabricants de caméras, quand ils montent un CCD dans une caméra, ne font aucun réglage en usine ou quoi que ce soit du parallélisme de ce CCD par rapport à l'interface d'entrée de la caméra. Il n'y a absolument aucun réglage. Ils posent le CCD comme il vient. Et souvent, le CCD d'ailleurs, dans la puce elle-même, le chip ou la puce en silicium est collée sur un package soit en tungstène ou en céramique, et ce collage aussi induit un problème de perpendicularité entre le capteur et l'axe optique de la lunette du télescope. Alors comment on va illustrer ça dans cet exemple-là avec une lunette, une FSQ 106, avec une caméra qui est une Apogee et qui a donc un capteur qui fait 36 par 36 mm de côté. Alors je vais charger une image ici. Et là, j'ai par exemple une image des galaxies de la Vierge ici, j'en prends une. Donc c'est des images qui font à peu près 28, enfin une trentaine de mégaoctets, hein, donc de grosses images. Donc je l'ouvre et je vais inspecter un peu cette image. Voilà, alors c'est une image brute qui a été faite avec le capteur à -30. Donc vous allez voir des pixels chauds sur l'image, hein, ne soyez pas étonnés, c'est normal, c'est une image brute. Donc c'est une image du ciel profond, donc elle a été posée 2 minutes. Et là, alors, si je me promène sur l'image, bon, je pourrais dire que c'est bien joli, c'est piqué, mais quand même, si je regarde par exemple dans le coin en bas à droite de l'image, je vois que les étoiles, elles ne sont pas rondes, hein, elles ont une forme ovalisée, et ça, c'est pas bon signe. Alors, on pourra dire que, ah oui, c'est la lunette qui a un problème. En fait, non. On va le voir plus loin et on va voir quel est le remède et ce qui cause ces étoiles qui ont cette forme-là. Alors, si je vais de l'autre côté de l'image ici, en bas à gauche, vous voyez que les étoiles sont vraiment très très grosses. Alors, ce que je peux faire, c'est mesurer ici en cliquant droit sur l'image. Ici, je fais centroïde évoluer, et puis là, vous avez ici une étoile qui fait 4,6 pixels à mi-hauteur. Alors pour une FSQ, c'est pas bon, hein. D'habitude, on n'a pas 4,6, on va avoir 1,5. Alors justement, si je fais la même chose dans une zone qui est vraiment très bonne, à savoir en haut, par ici par exemple, je vais cliquer droit. Ici, je fais centroïde évoluer. Là, effectivement, mon étoile fait 1,4 pixels. Alors l'idée c'est d'avoir ces 1,4 pixels en tout le champ. En fait, ça serait vraiment bien, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, parce que ce genre de lunettes sont absolument capables de faire cela. Alors je vais vous montrer une petite fonction. Vous voyez que j'arrête pas de me balader là dans l'image avec les ascenseurs. Bon, il y a les ascenseurs, hein, ça marche pas mal. Mais ici, si je vais dans le menu analyse, ici, vous avez réduit les 4 côtés pour contrôle de collimation. Qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va prendre l'image,
et elle va prendre le centre et les quatre coins et rassembler ça dans une seule image plus petite. Alors je fais le menu, ici je dis taille de la fenêtre, je vais mettre 500, je vais mettre 600 pixels. Voilà, une image est créée. Alors cette image là est beaucoup plus petite, mais elle a l'avantage de vous montrer d'un seul coup d'œil ce que vous avez au centre. Donc là on voit que c'est très très piqué. Et puis là ce que vous avez dans les coins. Alors dans les coins vous avez en haut à droite, on voit que c'est un peu moins bon, hein, on le voit à l'œil, hein, vous voyez ici, les étoiles ici sont relativement rondes, mais ici c'est pas très très bon. Ici on va dire que ça va encore, mais c'est un peu allongé horizontalement. Puis là par contre, si on compare la zone centrale de l'image qui est représentée là, puis le coin extrême, donc vous avez les coins extrêmes ici, hein, vous avez le coin en bas à droite, en bas à gauche, et là vous voyez ici les étoiles, elles sont vraiment très très grosses, hein. Si vous comparez cette étoile là, ou l'image de cette étoile là avec ce que vous avez au centre, il y a manifestement un problème. Alors il y a une fonction encore plus évoluée qui vous permet de quantifier ça un peu mieux. Donc je vais fermer cette fenêtre. Alors si on prend le menu ici dans analyse, vous avez en fait trois fonctions qui concernent la collimation optique ou qui vous permettent de connaître les performances de votre instrument. Alors ces trois fonctions ne fonctionnent qu'avec des images du ciel profond, hein, elles ne fonctionneront pas avec des images de la Lune ou du Soleil. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va prendre la troisième fonction qui est vérifier collimation optique. Donc on clique dessus, on a une fenêtre ici qui apparaît. Alors qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va extraire toutes les étoiles de l'image, mais vraiment toutes, et puis vous proposer une cartographie de la finesse de ces étoiles en fonction de l'emplacement dans le champ. Alors ici vous avez des options, on va laisser par défaut, il n'y a pas de problème. Alors si ça on peut l'augmenter, on peut le passer à 3, donc ça c'est le ratio de rapport entre le petit axe et le grand axe des étoiles, c'est-à-dire que toutes les étoiles qui ont un ratio supérieur à 3, donc des étoiles très déformées, ne seront pas prises en compte. Et ensuite ici le reste vous pouvez laisser ça par défaut, ça n'a pas vraiment un impact très très fort. Et là vous faites OK. Et les calculs vont commencer donc sur cette image là. Alors ils prennent un certain temps, hein. Ici il a extrait 31 800 étoiles dans cette image là, et après il refait une passe plus fine pour connaître la taille des étoiles, l'orientation de la déformation de l'étoile, et d'ici quelques minutes, enfin ça va prendre 50 secondes, nous allons voir ce que va donner cette fonction. Alors les calculs sont terminés et le logiciel vous affiche 3 images, une de 3, donc nous allons regarder ces images une par une. Alors nous allons commencer par la première image qui est ici uniformité de mise au point. Alors on va minimiser les autres images. L'uniformité de mise au point vous donne, avec un code de couleur, on va minimiser la taille pour voir l'image en entier. Alors comme ça, voilà. Alors ici ça vous donne plus c'est noir, plus vos étoiles sont fines, plus c'est blanc ou rouge, plus vos étoiles sont grosses sur l'image. Alors c'est un peu ce qu'on avait observé visuellement tout à l'heure. On avait observé qu'effectivement en fonction que plus on était au centre, mieux c'était, et sur les bords c'était moins net. Alors là il y a clairement un problème parce que c'est net en haut, mais c'est moins net en bas. Alors en bas ce qu'on peut faire, c'est changer ici les seuils, de telle façon à changer le code de couleur. Ici, voilà, on voit mieux, comme ça par exemple. Alors ce que vous pouvez faire, c'est quand vous baladez avec la souris dans l'image ici, vous avez en bas, là ici s'affiche tout à fait en bas à gauche, vous avez la taille moyenne de l'étoile. Alors ici les étoiles, ici elles font 6 pixels de large, ce qui est vraiment énorme. Et là ici, vous avez ici, elles font 4 pixels. Alors, on va dire que le rouge, ça va être 4 pixels, et le blanc 6 pixels. Et ici, si vous allez vers le bleu, vous allez avoir 1,9 pixels de taille d'étoile. Alors clairement il y a un problème.
c'est effectivement beaucoup plus flou en bas et beaucoup plus flou en bas à gauche qu'en haut. Donc voilà ce que donne cette image. La prochaine image que je vais aller chercher, alors je vais chercher cette fois-ci quelque chose qui va me donner la déformation des étoiles. Alors je change aussi le code de couleur ici, ce que je peux faire là. Et là ici ça vous donne, alors cette image là vous donne la carte de la déformation des étoiles sur votre image. Alors déformation, ça veut dire que votre étoile ici en bleu, elle va être ronde, relativement ronde, et puis vous allez vers des valeurs élevées. Alors pareil aussi, en déplaçant la souris, vous pouvez voir les valeurs ici en bas à gauche de l'image ici. Alors ici, au centre, mes étoiles sont déformées de 33%, et si je vais ici sur le bord, elles sont déformées de 65%, 70%. D'accord? Pareil sur les bords. Alors sur les bords, effectivement, vous voyez ici c'est très mauvais, elles sont déformées de 120%, hein, donc les étoiles ici sont très déformées sur le bord qui est en bas à droite. Elles sont 120%, c'est vraiment beaucoup. Alors troisième image. Ici, il va nous montrer l'angle de la déformation. Alors, ici pareil, un code de couleur. Plus vous allez vers le bleu, plus l'angle, c'est-à-dire l'angle que fait l'étoile avec l'horizontale, en fait la déformation. Donc votre étoile n'est pas ronde, elle a la forme d'une ellipse. Donc ici, ça vous donne l'angle, une cartographie de l'angle de cette ellipse par rapport à l'horizontale. Alors ici, vous voyez que sur la droite, cet angle est à peu près nul, mais ici, vous voyez que cet angle, ici, dans cette zone-là, vaut 250 degrés. Donc en fait, c'est-à-dire que l'étoile est déformée, elle a toutes les déformations, elle a plein de déformations, et ça tourne dans tous les sens. Bon, j'avoue que cette carte-là est un peu plus compliquée à interpréter. Concentrez-vous sur la première carte que je vous ai montrée. Alors après, si on regarde l'image ici derrière, on voit le logiciel a fait toutes les extractions. Alors, vous voyez ici, il a représenté l'élongation des étoiles de manière exagérée avec les traits rouges. Donc là, vous avez un trait rouge là qui va vers le haut et qui vous montre ici des étoiles très déformées, hein, parce que le trait est très important. Donc là, ça vous donne la direction de déformation et la longueur du trait vous donne aussi l'amplitude de cette déformation. Donc là, cette déformation, elle est ici très importante. Bon, évidemment, on le voit à l'œil, hein, on voit ici que les étoiles ont forme d'un ballon de rugby dirigé vers le haut. Et là, vous voyez ici, la déformation ici est effectivement différente. Après, si vous allez vers le centre de l'image, bon, évidemment, il ne faut pas regarder, bon, certaines galaxies qui ont été un peu prises en compte, mais enfin, bon, ça faut l'ignorer, hein, ça sera de toute façon ignoré, mais vous voyez que sur les étoiles, les déformations sont moins évidentes à voir. Vous avez ici des élongations qui sont beaucoup plus faibles et des tailles qui sont beaucoup plus faibles. Bon, c'est pas surprenant, c'est un peu, et vous voyez en haut de l'image ici, toutes les étoiles sont déformées dans une direction, qui est une direction à peu près à 30 degrés, et là, le côté de l'image, là, une autre direction. Voilà, donc en fait, bon, ce genre de calcul vous montre que, enfin, ce qui fait, il représente de manière plus quantitative ce que vous voyez qualitativement avec les yeux. Donc avec les yeux, vous pouvez déjà voir beaucoup de choses, mais là, ça met des chiffres sur tous les défauts que vous pouvez voir. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas que la lunette est défectueuse. Ces déformations-là sont dues à ce qu'on appelle un défaut de perpendicularité entre l'axe optique et celui du capteur CCD. Alors comment on va prouver ça? Alors c'est relativement facile, il y a une autre fonction qui permet de faire ça. Alors je vais fermer cette image, on n'en a plus besoin pour la suite. Ce que l'on va faire pour démontrer que ce n'est pas un problème optique en soi, mais c'est plutôt un problème de perpendicularité entre l'axe optique et le CCD, on va réaliser une série d'images, comme je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, les images sont appelées tilt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8 fois la même image du même objet avec le même temps de pause,
Mais ce qu'on a fait entre ces chaque images, on a juste déplacé un peu la mise au point. Alors je vais vous charger la première image, ici. Voilà la première image chargée. Donc elle a été faite avec une mise au point. Donc il y a un focuseur qui est... Alors il faut quand même avoir un focuseur électronique, enfin digital, qui est piloté en ASCOM ou en natif par Prism. Parce que ce que va faire Prism, c'est que quand il va acquérir cette image-là, quand vous regardez dans l'entête de l'image ici, dans les informations de prise de vue, vous allez avoir ici la position de focalisation en millimètres. Alors ça c'est très important, parce que le logiciel va se servir de cette valeur. Si cette valeur n'est pas renseignée pour une raison ou pour une autre, par exemple si vous n'êtes pas connecté à un focuseur, et si le focuseur, les valeurs du focuseur ne sont pas rentrées dans le logiciel et rentrées dans l'image, cela ne fonctionnera pas. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un focuseur, c'est un USB Focus, et on a fait cette image en étant à 19,5 mm par rapport à une position de référence quelconque. Et ce qu'il faut faire sur ces 8 images, donc la première image sera avant le foyer et la 8e image sera après le foyer. Et là on a fait une image, alors on va voir tous les combien, donc là on est à 19,5. On va regarder sur l'image suivante à combien on est. Donc je fais annuler, je vais charger l'image qui suit. Alors vous voyez, on voit très bien que l'image est complètement floue, d'ailleurs on voit qu'elle est complètement floue. Alors évidemment ce qui est intéressant c'est que là par contre on voit que c'est flou en haut, mais vraiment ça devient net en bas. Alors ça c'est le signe qu'il y a effectivement un problème de perpendicularité. Parce que si vous changez la mise au point et puis que vous améliorez l'image sur une partie de l'image et puis qu'elle devient moins bonne sur une autre partie de l'image, c'est qu'effectivement vous avez un problème de perpendicularité. Et là vous voyez, là c'est très très net. Et si je prends l'image, si vous vous souvenez de l'image que j'ai chargée tout à l'heure de l'amas de la Vierge, c'était pas le cas, c'était complètement flou en bas et puis c'était net en haut. Là c'est pas le cas. Parce que là on est avant le foyer. Alors si je prends la seconde image, donc tilt 2 ici, je fais ouvrir. Voilà, donc la deuxième image la voici. Donc là si je regarde dans les informations de l'entête, je suis en prise de vue, donc là 19,7. Donc on a fait une image tous les 0,2 mm. Donc tous les 0,2 mm, on a fait une image, déplacé de 0,2 mm, fait une image, déplacé de 0,2 mm et ainsi de suite. Et donc on en a fait 8. Et si je charge, alors je vais fermer cette image là, je vais charger la dernière image de la série. Donc il faut que ça suive relativement, correctement, mais il faut que ce soit le même champ, il ne faut absolument pas changer de champ. Si vous changez de champ, ça ne marchera pas. Donc là, il faut absolument rester sur le même champ et guider ou suivre. Ce sont des pauses de 10 secondes, donc vous n'aurez pas besoin de faire de guidage, mais il faut rester sur le même champ. Alors la dernière image arrive, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que là ça devient très net en haut, à droite de l'image, et en bas c'est complètement flou. Et là si on regarde ici, vous avez dans l'information de prise de vue, vous avez en prise de vue ici, vous avez ici 20,9. Donc 20,9, on a déplacé, on a fait 8 images, et on a déplacé de 1,4 mm le capteur. Alors c'est pas beaucoup 1,4 mm, donc là on est à f5. Si vous êtes à f3, il ne faudra pas faire 1,4 mm, vous pourrez faire beaucoup moins, comme 1 mm ou 1 mm 2. Donc là on a déplacé entre la première et la 8e image de 1,4 mm et on a fait 8 images. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui est un peu magique si j'ose dire, c'est qu'on va prendre toutes ces images là et on va les mettre dans une fonction. Cette fonction là va analyser, va prendre les 8 images et trouver la meilleure mise au point en fonction de la position dans le capteur, va trouver la mise au point et donc va en déduire quelle est la mise au point la meilleure pour une position dans l'image donnée. Et là, elle va vous en déduire la non-perpendicularité des images par rapport à votre axe optique. Alors je reprends analyse, je fais mesure de tilt et courbure de champ. Donc là je vais attraper les images, donc 1, puis là j'appuie sur la touche majuscule pour attraper les 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je les ai attrapés. Je fais OK, donc les voilà dans ma liste.
Alors, 8 images, ouais, c'est un peu un minimum, hein. N'en faites pas 4 ou 5, c'est pas raisonnable. Si vous en faites 16, ça sera encore mieux, avec un pas peut-être plus fin. Enfin bon, on va dire que 8 images avec 8 positions de focalisation différentes, c'est bon. Alors après, la façon de nommer les images n'a aucune importance, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger toutes les images, et puis il va trouver dans l'entête de l'image la position de focalisation pour chaque image. Donc celle-là s'appelle tilt 1, tilt 2, tilt 3, mais elle pourrait s'appeler Tata, Toto, Titi, et tout ce que vous voulez, hein. C'est pas... Mais il faut que ce soit évidemment à différentes mises au point et le même champ. Ici dans les options, les tailles de fenêtres en pixels, et en fait ce qu'il va faire, il va extraire les étoiles et faire des courbes en V de toutes les étoiles du champ, enfin pas de toutes mais de presque toutes, et trouver l'optimum de mise au point en fonction de son emplacement dans l'image. Alors on va laisser les options ci-dessous par défaut, donc on va prendre, admettons, les 1000 étoiles les plus brillantes du champ, et là ici on va laisser les valeurs 32, 10 et 1000. Voilà. Donc on fait OK, et c'est parti. Donc là vont s'afficher des messages avec des informations qui vous permettent éventuellement de tracer un problème. Et puis on va pouvoir revenir d'ici 1 ou 2 minutes quand le traitement sera terminé. Alors, une petite reprise en cours de traitement, on voit qu'il a chargé les images, et puis vous voyez que pour l'image qui a la focalisation 19,5 qui est la première, il a trouvé 13 000 étoiles. Alors c'est une image très riche, hein, beaucoup d'étoiles. Et en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les étoiles, les 1000, il va utiliser les 1000 étoiles les plus brillantes pour effectuer le calcul. Voilà, après quelques minutes de calcul, voilà le résultat. Donc ici on retrouve la fenêtre qui montre effectivement pour chaque étoile quelle est la focalisation optimum. Donc il y en a quelques-unes pour lesquelles il y a eu un échec, mais enfin c'est pas très grave. Et ensuite, comme ces étoiles sont relativement bien réparties dans le champ, on voit ici effectivement une image qui montre la cartographie des différentes mises au point dans l'image. Alors ici ce qu'on voit, on voit que c'est bleu, et là on voit que c'est rouge. Donc on voit le décalage de mise au point qu'il y a entre en bas. Alors je vais changer ici les valeurs pour voir un peu mieux. Donc là ici en vous baladant avec la souris, vous pouvez avoir des valeurs en millimètres, hein. Donc ici vous êtes par rapport à une position centrale ici où il y a le 0, vous êtes ici à moins 0,5 mm et là ici à plus 0,55 mm. Donc en fait le tilt est dans la diagonale du CCD et fait ici moins 0,5 mm ou 0,6 mm et là 0,6 mm aussi. Donc là c'est un tilt très important. Donc le CCD, l'erreur de perpendicularité entre l'axe optique et le CCD, sur la diagonale du CCD fait quasiment 1,2 mm, ce qui est vraiment très important, mais qui pourrait être corrigé moyennant un meilleur montage mécanique du train optique ou en intercalant des cales ou un système de tilt avec des vis tirant poussant. Alors si je zoome un peu plus, vous pouvez voir ici les étoiles dont il s'est servi, hein, vous les voyez ici là dans l'image, ici avec les valeurs de mise au point relatives. Et donc ce que vous pouvez aussi voir dans la seconde image, alors la seconde image, je vais la chercher ici. Alors ici vous avez les résidus de deuxième ordre, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle la courbure de champ. Alors évidemment vous avez une petite courbure qui n'est pas très forte, mais enfin qui quand même vaut entre ici on a 5 centièmes et de l'autre côté 5 centièmes aussi. Bon, on va dire que c'est négligeable dans ce cas-là. Ça sera intéressant de le refaire quand on aura recalé la position du CCD par rapport à l'axe optique. Alors pour déterminer à quel endroit il faut mettre les cales ou à quel endroit il faut corriger, alors soit vous réfléchissez parce que vous avez des inversions de sens de l'image, etc. Mais bon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des essais. Vous déplacez
un peu l'angle de la caméra CCD. Alors l'angle derrière la caméra CCD est donné dans les sorties. Alors la fenêtre qui se trouve en haut à droite là, qui donne des résultats de l'analyse, va vous donner dans les quatre coins de l'image le décalage de mise au point. Donc moins 0,6 plus 0,6, donc en fait on a quasiment 1,3 mm, et au centre ici, la position au centre, qui est effectivement une sorte de position de référence à 0. Ce qui est important, c'est l'angle de non-perpendicularité. Donc là vous avez 2 degrés de non-perpendicularité entre l'axe optique et le CCD. Alors, une valeur idéale serait 0. Hein. N'allez pas chercher 90 degrés, donc c'est l'écart de non-perpendicularité. Donc ici, 2 degrés. 2 degrés, c'est très important. Ensuite, ici, vous avez les termes de courbure, qui sont les termes supérieurs, qui sont relativement faibles. Hein. Donc ça veut dire qu'une fois que la caméra aura été mise correctement par rapport à l'axe optique, il n'y aura quasiment pas de courbure de champ. Voilà. Donc nous avons vu ici les 3 fonctions d'analyse optique, de contrôle de collimation. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aidera. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.